À la une de ce 13h, soutien à l'effort de guerre, les élèves du lycée technique national général El Hadj Sangoulé Lamizana ont répondu à l'appel du président de la transition. Ils ont mobilisé plus de 500 000 francs CFA qu'ils ont remis au capitaine Ibrahim Traoré. Motivation et détails à suivre dans ce journal. Jadis menacées de démolition, donc de déguerpissement, les populations de Garguin dans la commune de Komsilga ont finalement obtenu gain de cause dans leur démarche avec le gouvernement. Le retour également sur cette affaire foncière à suivre dans ce 13h. Et puis enfin, en sport, la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023, c'est pour ce soir. En match retour, les étalons croisent les crampons face aux éperviers du Togo. Et en conférence d'avant-match, le sélectionneur Hubert Velud affiche ses ambitions de se qualifier pour la prochaine CAN. Bonjour et bienvenue à ce journal. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Eux, ils l'ont compris et ce sont les élèves du lycée technique national général El Hadj Aboubakar Sangoulé Lamizana. Mus par un esprit patriotique, ces élèves ont mobilisé plus de 500 000 francs CFA en guise de soutien à l'effort de guerre. Répondant ainsi à l'appel du président de la transition, ils sont venus remettre leur contribution au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Mamidriana Kamabou. Les élèves du lycée technique national général El Hadj Aboubakar Sangoulé Lamizana répondent ainsi à l'appel à la contribution volontaire lancé par le président de la transition dans la dynamique de soutenir l'effort de guerre. Ils ont pu mobiliser 574 100 francs CFA en soutien à l'effort de guerre. Ce qui nous a motivés, nous élèves du lycée technique national général El Hadj Aboubakar Sangoulé Lamizana, à faire cette contribution pour la lutte contre l'insécurité, c'est que nous aussi, on s'est sentis patriotes et on se dit qu'en tant que Burkinabé, la lutte, c'est la lutte de tout le monde. Donc c'est vrai que nous sommes des élèves, mais d'un côté, nous pouvons participer d'une autre manière. C'est pour cela que nous nous sommes privés de notre pain quotidien à participer à cette guerre. Selon le porte-parole de la délégation, Abdoul Hamidou Nikiema, ces élèves ont saisi cette occasion pour appeler leurs camarades élèves du Burkina Faso à répondre à l'appel à contribution. J'ai saisi de l'occasion pour passer une information et appeler tous mes camarades élèves du Burkina à participer à cette contribution, car cette guerre est la nôtre. Abdoul Hamidou Nikiema a souligné qu'en retour, le président de la transition dit compter sur eux, la jeunesse burkinabé, dans la lutte engagée contre l'insécurité. Les gestionnaires des ressources humaines du ministère de la Santé sont en concertation depuis ce lundi. Objectif, promouvoir les bonnes pratiques pour une gestion saine des ressources humaines du dit ministère. Cette première session du cadre de concertation, prévue pour 5 jours, devrait permettre de passer en revue les difficultés rencontrées dans la gestion des ressources humaines. Mamidriana Kamabou. Le système de santé dans son volet ressources humaines rencontre un certain nombre de difficultés. Il s'agit entre autres de l'incident financier des agents nouvellement reclassés, le fonctionnement de la garde effective, les rétablissements de salaire et la prise des actes de carrière dans des délais acceptables. Toutes ces questions seront passées en revue au cours de ce cadre de concertation des acteurs de la gestion des ressources humaines du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le régime salarial diffère et donc avec ces agents qui ne remplissent pas d'abord les conditions pour entrer dans la réforme, il y a eu quand même un certain nombre de difficultés en ce qui concerne cette question de garde. Donc nous allons en discuter.
Nous allons aussi discuter la question des rétablissements de salaire, parce que depuis le 1er avril 2022, les rétablissements de salaire ne se font plus à la direction de la solde du ministère de l'économie et des finances, mais par les différentes directions des ressources humaines. Donc les pièces qui doivent constituer, que les acteurs doivent fournir pour permettre ce rétablissement n'ont pas toujours été comprises par l'ensemble des acteurs dans le système. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Jean-Claude Kargougou, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ce cadre, a laissé entendre que cette gestion constitue un axe du plan de développement sanitaire 2021-2030. Ces spécialistes de ces questions vont discuter de tous les problèmes qui assaillent les agents de santé en matière de ressources humaines pour que ces agents de santé qui font tout pour assurer la continuité des services essentiels de santé et de nutrition sur l'étendue du territoire, y compris dans les zones à défi sécuritaire, puissent le faire sans trop de problèmes. 5 jours durant, ces acteurs vont travailler à harmoniser les interventions en matière de gestion des ressources. Et au sortir des échanges, des instructions seront données à l'ensemble des acteurs pour la mise en œuvre du schéma de traitement de reclassement. Chacun, en fonction de sa responsabilité, devait assurer en tout cas la prise des actes et poser les diligences qu'il faut pour que le schéma de traitement qui a été défini puisse être mis en œuvre, en tout cas à partir de ce mois d'avril. Mis en place en 2021, ce cadre de concertation a pour mission la promotion de bonnes pratiques pour une gestion saine des ressources humaines du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ordre de mobilisation générale et de mise en garde au Burkina Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a obtenu l'approbation du Conseil constitutionnel vers donc une mise en œuvre de l'article 59 de la Constitution burkinabé, un sujet qui a retenu l'attention de Geoffroy Vaha et ses invités au journal du dimanche soir. Ils sont revenus notamment sur la portée ainsi que les implications de cette mobilisation générale. Fatima Tanikiema. Le 9 décembre 2022, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, saisissait le Conseil constitutionnel du Burkina Faso à travers une lettre. L'objectif était d'avoir l'avis du président de l'institution sur la prise de décret portant ordre de mobilisation générale et de la mise en garde. En sa séance du jeudi 15 décembre 2022, le Conseil constitutionnel, à son tour, émet un avis favorable pour la prise de ce décret. Selon l'administrateur civil Kayaba Aristide Béré, dans l'article 59 de la Constitution, il est question de l'avis du président du Conseil constitutionnel. Tel que vu, c'est comme un avis normal qui s'exerce dans le cadre de l'article 157, alors que la demande du chef de l'État ne s'inscrit pas dans ce cadre, mais s'inscrit plutôt dans le cadre de l'article 59 de la Constitution, c'est-à-dire l'exercice des pouvoirs de crise du chef de l'État. Alors, du point de vue formel, on peut dire que la réponse n'a pas été très bien articulée par le Conseil constitutionnel parce que l'avis devrait fonctionner entre le chef de l'État, et ça, il a parfaitement exercé son rôle, et le président du Conseil constitutionnel qui devrait répondre solo entre lui et le chef de l'État. Dans ce même article 59, il est dit que le président du Faso doit consulter également le président de l'Assemblée nationale et informe la nation par un message. Et tout cela après délibération en Conseil des ministres. Si toutes ces conditions sont réunies et que tous les acteurs concernés émettent un avis favorable, le président en exercice a tout à fait le droit de prendre le décret portant ordre de mobilisation générale et de la mise en garde. C'est du moins ce qu'a laissé entendre Aristide Béré. Il est fondé à prendre toutes mesures nécessitant le rétablissement de l'ordre, y compris les restrictions des libertés publiques, les différentes perquisitions. Il y a une large gamme de compétences qui est reconnue au chef de l'État dans l'exercice de ces pouvoirs-là. Donc, on ne peut pas, ne soyez pas surpris que certaines mesures qui relèveraient normalement d'autres acteurs, d'autres institutions, puissent d'ailleurs maintenant être prises par le chef de l'État sur le fondement de l'article 59.
Même si le président a le droit de mettre en application l'article 59 de la Constitution, le docteur Émile Paré du MPP et l'ancien député à l'ALT, docteur Aruna Louré, doutent de sa nécessité dans ce contexte actuel du pays. Il pense également que le citoyen a aussi le droit d'apprécier l'opportunité de cette décision. Moi j'ai dit l'opportunité de l'article 59. Il n'y a aucune opportunité. Les institutions marchent. Il y a eu coup d'État. Ils ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Il y a eu la charte de la transition. On a mis les organes en place. L'Assemblée législative de transition marche. Le Conseil constitutionnel marche. Le gouvernement marche. Il y a crise institutionnelle où ce sont des notes qui sont prises. Si c'est un décret, c'est un décret. Si c'est un communiqué, c'est un communiqué. Mais ce n'est pas de l'arbitraire. Parce que ce qui est dangereux dans ce que nous voyons, parce que si on nous fait comprendre que tout va bien, tout marche, on a du matériel, qu'on gagne du terrain, et qu'on veut appliquer aujourd'hui l'article 59, pour moi, ça apparaît à la protection plutôt du régime que vraiment pour lutter contre le terrorisme. Le sociopolitologue Dr Olo Pépin-Ian pense plutôt qu'il faut que le gouvernement communique afin d'éclairer la lanterne des citoyens. Fondamentalement, je ne vois pas en quoi donc, ça constitue une évolution de la situation ou un changement de la situation. Maintenant, certainement que les autorités ont peut-être des actions à mener ou du moins prévoir donc des opérations d'une certaine envergure qui nécessitent ici que cet article soit mis en application afin de donner les pleins pouvoirs, en tout cas à l'autorité militaire, pour donc mener donc des actions opérationnelles d'envergure en vue de sécuriser le pays. Lorsque le chef d'État prendra la parole par le message à la nation pour dire « moi j'ai décidé de mettre en œuvre l'article 59 », il expliquera en ce moment le contour des mesures qu'il souhaite prendre. Bien sûr, tenant compte de ces pouvoirs de crise, comme je l'ai dit, qui ne sont pas des pouvoirs illimités, infinis de droit commun. Non, il y a des garde-fous. Même s'il y a des garde-fous, le docteur Louré et le docteur Paré sont inquiets quant aux mesures que pourrait prendre le président Ibrahim Traoré en tenant compte de l'article 59. Quand il me dit qu'il peut prendre le pouvoir des parlementaires et légiférer, mon ami, mais est-ce qu'il y a un problème? Toute mesure. Donc il peut venir perquisitionner Émile Paré dans sa maison. Oui. Oui. Ça veut dire qu'il peut faire ça. Un test réglementaire. Oui. Donc ça veut dire qu'il peut suspendre et dissoudre les partis politiques. Oui. Ah, je vous dis. Donc l'appel à l'article 58 dans ces conditions-là. Si nous sommes là, ce qui est important, c'est la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Si on dévie de cela et on veut prendre des mesures de portée politique, je vous dis qu'on risque d'avoir des difficultés. Quand vous dites vous appliquez le dernier niveau qui semble être un État quasiment en déliquescence pour sauver la patrie, quelles seront les implications économiques? Quelles seront les implications en termes de relationnel avec l'étranger? Est-ce que nos entrepreneurs doivent s'inquiéter parce qu'avec l'article 59, le chef d'État peut décider de saisir une entreprise pour un besoin immédiat? Ça fait partie de ses prérogatives. Est-ce que le citoyen étranger ou bien est-ce que nos exploitants miniers doivent s'inquiéter que le chef d'État peut décider de réquisitionner tel tonne d'or? Notons que le président du Faso peut faire appel à l'article 59 que lorsque les institutions du Faso, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements sont menacées d'une manière grave et immédiate. Il est aussi possible de faire appel à cet article quand le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu. Vous vous souvenez certainement du problème foncier au quartier Garguin où la mention démolition avait été inscrite sur plusieurs maisons. Eh bien, les autorités font marche arrière. Les populations de la commune de Komsilga ont finalement obtenu gain de cause dans leur démarche avec le gouvernement. Plus question donc de déguerpir pour ces résidents qui avaient été sommés de le faire par la Sonature. Ils l'ont annoncé au cours d'une conférence de presse qu'ils ont animée ce 26 mars et en attendant un procès verbal du gouvernement pour entériner cette décision, les résidents se réjouissent déjà de la nouvelle. Alexis Wenkouni, Belem Naba. Plus
de déguerpissement à Garguin dans la commune de Komsilega. C'est ce qui ressort de cette conférence de presse initiée par les résidents de cette localité, sommés par la sous-nature de démolir leurs habitations. Les résidents s'en remettent au ministre en charge de l'urbanisme pour rester sur leur site. C'est après la rencontre vendredi dernier avec le chef du département en charge de l'urbanisme. Quelle que soit la situation, c'est le dialogue qui prime. Raison pour laquelle je suis venu porter le message que nous avons eu à rencontrer le ministère du tutelle pour le déguerpissement de ce lieu-là. Alors on a expliqué, on s'est compris et je crois que le ministère a beaucoup bien compris en faisant une commission qui va s'assurer pour pouvoir en tout cas sortir un texte pour dire à partir de maintenant il n'y a pas de déguerpissement à ce lieu, les trucs de terrain qui sont ici. Donc, raison pour laquelle on l'a rencontré vendredi avec quelques camarades. Et j'ai dit, bon, je vais venir vous apporter de vive voix ce que les autorités ont fait, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont fait pour nous. En entendant un procès verbal qui leur sera adressé par le gouvernement pour entériner cette décision, disent-ils, les résidents se refusent de la nouvelle. Je pense que la leçon tirée, tout d'abord, c'est d'apprécier les autorités, vraiment apprécier, puisque la dernière fois, nous avons lancé un appel jusqu'au président, je pense qu'il a entendu l'appel, cette question a passé au Conseil des ministres et le résultat est sorti de là. Personnellement, la question à comprendre, c'est d'éviter peut-être désormais s'il y a des choses à faire et être sûr que nous sommes dans le bon plan et que les promoteurs immobiliers répondent clairement à la question. Je pense qu'il y a de quoi apprendre. En rappel, les résidents avaient fait une série de manifestations pour protester contre cette décision de démolition de différentes habitations. Ils espèrent donc obtenir gain de cause de leur demande dans la démarche de dialogue avec le gouvernement. Foncier toujours, mais cette fois-ci à Kombisri, dans le Bazega, des populations et propriétaires terriens étaient face à la presse. Objectif, montrer leur mécontentement vis-à-vis des autorités en ce qui concerne l'avant-projet de loi sur la promotion immobilière. Ils souhaitent la suppression de cet avant-projet de loi qui, selon eux, peut créer des remous sociaux, fragilisant ainsi la cohésion sociale. Yacine Sawadgo. Nous ne pouvons cautionner un tel non-sens. L'avant-projet de loi sur la promotion immobilière continue de faire des gorges chaudes. Ici à Kombisri, dans le Bazega, les chefs coutumiers et populations ont montré leur désarroi vis-à-vis des autorités de la transition sur cet avant-projet de loi dans une conférence de presse. Pour eux, la vraie question du moment est celle de l'union des filles et fils dans la lutte contre le terrorisme. Par la présente déclaration, nous manifestons notre réserve systématique tant sur le moment du projet de loi en cours, car la priorité nationale est bien l'union des filles et fils du Faso. Contre les forces obscurantisme que sur son contenu même dont beaucoup de dispositions sont à revoir. Nous interpellons solennellement nos députés de l'ALT et l'ensemble du gouvernement sur les conséquences en mesure d'un passage à force de ce projet de loi sans une concertation suffisante et un règlement diligent des nombreux dossiers pendant au ministère de tutelle. Ce que nous voulons, c'est de tout faire pour en finir avec le terrorisme. Après maintenant, on pourra parler de ça. Ils n'ont qu'à s'asseoir à cet avant-projet de loi. Leur souhait est que le ministre de l'Urbanisme s'assoie à cet avant-projet de loi qui, pour eux, peut créer des remous sociaux fragilisants ainsi que la cohésion sociale. Nous demandons au chef de l'État de s'occuper du problème que nous connaissons tous. C'est la principale préoccupation du moment. Et qu'ils pensent également à ceux qui ont investi leur argent dans les lotissements. Qu'ils se disent que si aujourd'hui ils ont le pouvoir, demain ce pouvoir, ils peuvent le perdre. Nous invitons l'actuel ministère de l'Urbanisme à éviter de distraire le gouvernement, à éviter de créer encore des remous
socio-fragilisants, d'étendre le climat hostile avec les promoteurs immobiliers et la chaîne des acteurs du secteur en facilitant le traitement rapide de leurs dossiers longtemps recalés dans son département par ses prédécesseurs. Les propriétaires terriens du Bazega comptent sur le bon sens des autorités de la transition pour la suppression pure et simple de cet avant-projet de loi. Si rien n'est fait, ils comptent passer à une étape supérieure pour avoir gain de cause. Lutte contre la vie chère au Burkina Faso, la CCVC dénonce une fois de plus la flambée des prix des produits de grande consommation. Dans une déclaration en date du 22 mars, elle dénonce l'incapacité du pouvoir de la transition à répondre aux attentes des populations. Dominique Yamiogo de la coordination des CCVC de la ville de Ouagadougou s'exprime dans ce reportage sur leur enquête menée sur le terrain tout en proposant des solutions afin de soulager les populations. Nadine Zongo. 3 augmentations en moins d'un an à hauteur de 235 francs sur le litre d'essence. C'est quand même du jamais vu dans notre pays. La flambée des prix des produits de grande consommation, une fois de plus, est décriée par la CCVC, coalition de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés. Les récentes augmentations sur les hydrocarbures et les produits de première nécessité sont de trop, explique l'Organisation de défense des droits des consommateurs. Suite à des enquêtes terrain relatives à l'évolution des prix des produits tels que le maïs, le mil, le sorgho, l'huile et le sucre, la structure a fait une déclaration pour encore attirer l'attention des premières autorités. Cette flambée des prix, selon la coordination des CCVC, s'explique par plusieurs facteurs. Il y a le facteur politique. Faut reconnaître que depuis une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, la CCVC a interpellé le gouvernement pour qu'elle revoie la structure des prix des produits de grande consommation, la structure des prix des hydrocarbures. Mais le gouvernement a fait la sourde oreille jusqu'aujourd'hui. Si on revoyait la structure des prix, on peut diminuer les marges et faire en sorte que s'il y a une augmentation, le consommateur ressente le moins. Mais ce n'est pas le cas actuellement. À cela s'ajoute le faible soutien aux producteurs et l'arrivée parfois tardive des intrants qui affectent la disponibilité des produits tels que le riz et le maïs. Au niveau des hydrocarbures, la coordination estime que des facteurs politiques sont également en jeu. Elle en veut pour preuve la non-augmentation du prix du gasoil. Si on remarque aussi, dans les dernières augmentations du prix des hydrocarbures, on n'a pas touché au prix du gasoil. Ça veut dire que c'est une position politique qui est exprimée afin de permettre un peu à l'industrie de tenir un peu. Donc on aurait pu atténuer, ne pas faire une augmentation telle que nous l'avons ressentie. 3 augmentations en moins d'un an à hauteur de 235 francs sur le litre d'essence. C'est quand même du jamais vu dans notre pays. Et d'autres facteurs qui influent aussi, il y a la question de la recherche effrénée de profit. Avec les dernières pénuries qui ont été ressenties au niveau du pays pour les hydrocarbures, on a vu que le prix du litre est allé parfois jusqu'à 3 000 francs au niveau de Ouagadougou. Et pour ce qui est des facteurs qui ont contribué à l'augmentation des hydrocarbures, Dominique Yamiogo ajoute que le contexte international a joué en défaveur du Burkina Faso. Et pour apporter des solutions à la situation, la coordination des CCVC propose la subvention des secteurs stratégiques pour soulager un tant soit peu les populations. Donc, il y a des secteurs vraiment stratégiques qu'il faut regarder. Il faut les subventionner. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre voie. Il faut subventionner pour que l'eau, l'électricité soient à la portée des populations. Il faut aussi que l'essence qui permet à tout le monde de circuler, de travailler, de fonctionner, il faut que l'essence soit à la portée des populations. Ce sont des domaines régaliens et c'est pour ça que l'État doit avoir un regard. La subvention des secteurs régaliens, c'est la proposition de la coordination des CCVC. Outre cette proposition, elle appelle le gouvernement à se pencher sur l'augmentation du SMIC afin de permettre aux petits ménages de survivre.
En sport, c'est ce soir que les étalons entament la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 avec le match retour face aux éperviers du Togo. Une confrontation qui se tiendra au stade Kégué de Lomé et à seulement quelques heures de ce match retour, le sélectionneur Ibrahim Velud se dit optimiste. Il annonce toutefois des réaménagements dans sa stratégie. On fait le point avec Bessogré John William Somda. Les étalons de nouveau à l'épreuve des éperviers du Togo dans la course à la qualification pour la CAN 2023. Victorieux du match à les disputer à Marrakech au Maroc, les étalons entament la phase retour non sans admettre les difficultés rencontrées vendredi dernier lors de la manche aller. Lucide, le capitaine Bertrand Traoré reconnaît le match moyen disputé par le groupe. Je pense que c'était un match assez difficile. On est tous conscients qu'on n'a pas forcément démontrer notre meilleur football, mais voilà, c'était un match tactiquement assez difficile face à un coach qui connaît très bien l'équipe, pratiquement tous les joueurs, mais après on sait tous qu'on n'a pas fait une bonne entame de match, mais le plus important a été fait, c'était les 3 points. Ainsi, pour Bertrand Traoré, mieux vous gagner en jouant mal que de perdre en jouant bien. Il y a des matchs, tu fais une belle prestation et à la fin, tu n'as pas les 3 points. Je pense que je préfère mal jouer avoir les 3 points que de bien jouer et ne pas avoir les 3 points à la fin. Obligé de se passer d'Issoufou Dayo, suspendu, et d'Abdoul Guibré blessé, Hubert Velud, le sélectionneur national, a promis des changements dans le 11 de départ. Il y aura sans doute des réaménagements à vérifier ce soir. À l'heure où je parle, je n'ai pas tous les éléments en main. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi les fatigues des uns et des autres à gérer. Hein. C'est 2 matchs qui sont en 3 jours. Donc il y a tout un contexte global à prendre en compte. Donc je dois vérifier certaines choses aussi ce soir. Et bien sûr que il y aura probablement des réaménagements à faire, sans doute. Face au Togo, au stade de Kégué de Lomé, les étalons joueront dans un stade à Gani, loin de l'enceinte vide de Marrakech. Loin de se sentir défavorisé par le soutien dont bénéficiera le Togo, Hubert Velud se réjouir à l'avance de la venue du public. Au contraire, c'est mieux. C'est mieux pour... Moi, je pense que pour mes joueurs, c'est mieux. C'est mieux qu'il y ait un peu de monde et tout, qu'il y ait un peu... peut-être ça va donner du rythme au match, un vrai match de haut niveau, je pense. Et je dis c'est pas plus mal. C'est pas plus mal que jouer devant des banquettes vides à Marrakech. Solide leader du groupe A des éliminatoires de la CAN 2023, les étalons auront leur ticket en main en cas de match nul. Une façon d'effacer le douloureux souvenir de 1991 où les hommes du Brésilien José Barrios avaient raté le coach et la qualification pour la CAN 1992. Cette fois, les choses ont changé et les hommes du Hubert Velud avancent à Lomé dans le costume du favori et entendent faire le plein de points. Ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Linda Sarah Kabore vous retrouve à 20h pour une autre session d'information. Au revoir.